Salutations, frères d'armes. Aujourd'hui sur Stratégos, nous analysons l'une des figures les plus complexes et controversées du Troisième Reich. Voici la biographie et le documentaire sur Hermann Göring. Du héros de guerre décoré au deuxième homme le plus puissant du régime, nous démêlerons les lumières et les profondes zones d'ombre de son héritage. Si l'histoire sans censure vous intéresse, laissez un j'aime, commentez en donnant votre opinion, partagez la vidéo et abonnez-vous à Stratégos. Car pour comprendre l'avenir, nous devons d'abord oser regarder sans crainte les protagonistes du passé. Commençons. Première partie. L'As des cieux. En 1893, dans l'opulence de la Bavière impériale, naquit un enfant destiné à incarner les plus profondes contradictions de sa nation. Hermann Wilhelm Göring. Il n'était pas fils de l'obscurité, mais de l'élite. Son père, un haut fonctionnaire colonial, représentait la fierté et l'envergure de l'Empire allemand. Mais son éducation fut profondément singulière. Il passa une grande partie de son enfance dans les châteaux de son parrain, Hermann von Eppenstein, un riche aristocrate d'origine juive qui avait accueilli la famille. Dans les salons de ces châteaux, le jeune Göring grandit entre le luxe et une étrange dualité, un fait d'une ironie dévastatrice que l'histoire future se chargerait de souligner. Sa voie ne le menait cependant pas au salon, mais aux casernes. Dès son plus jeune âge, il fut façonné par la discipline rigide des académies de cadets, un système conçu pour forger des officiers loyaux, durs et absolument dévoués à la patrie. Là, son caractère impétueux trouva un exutoire. En dehors des études, il s'adonnait à des passions qui définissaient sa personnalité. L'alpinisme, qui lui apprit à conquérir les sommets, et la chasse, qui lui apprit l'instinct du prédateur. C'était un jeune homme plein de vie, d'arrogance et d'une soif insatiable d'action. Et l'action arriva en 1914. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale fut pour lui, comme pour toute sa génération, un appel du destin. Il commença dans la boue des tranchées comme officier d'infanterie, mais ses yeux et son ambition regardèrent vers le haut, vers le ciel. Il obtint une mutation dans la force aérienne naissante et y trouva sa véritable vocation. Dans les airs, Göring était un talent naturel. Audacieux, agressif et doté d'une aptitude innée pour le combat, il devint un as. Chaque avion ennemi abattu était un échelon de plus dans son ascension fulgurante. Le ciel devint son arène et le combat aérien, une forme moderne et létale d'un duel de chevaliers. Sa renommée grandit jusqu'à faire de lui une icône nationale, un héros pour un peuple avide de victoire. Ses exploits lui valurent d'être nommé dernier commandant de l'escadron de chasse le plus légendaire de la guerre, le Jagdgeschwader 1, plus connu sous le nom de Cirque volant, l'unité qui avait été immortalisée par le baron rouge, Manfred von Richthofen. Commander les meilleurs pilotes d'Allemagne était le sommet de sa carrière militaire. La confirmation de son statut arriva avec l'octroi de la Croix pour le mérite. La plus haute distinction militaire du royaume de Prusse, un symbole de bravoure suprême. Göring avait tout atteint. Il était le parfait chevalier du ciel, le héros décoré. Mais alors, tout s'effondra. En 1918, l'Allemagne fut vaincue. Le héros décoré retournait dans une nation humiliée, dépouillé de sa fierté et écrasé par le traité de Versailles. Pour Göring, cette défaite ne fut pas seulement une question politique. Ce fut une blessure personnelle, un affront à son honneur et à celui de chaque soldat qui avait combattu. L'orgueil blessé pourrit en lui, se transformant en un ressentiment qui chercherait un coupable et une vengeance. Dans l'après-guerre, l'As des cieux se retrouva sans guerre à mener. Il travailla brièvement comme pilote de voltige au Danemark et en Suède, un écho assourdi de sa gloire passée. C'est là qu'il rencontra et tomba amoureux de sa première épouse, une aristocrate suédoise nommée Karin von Kanzow. Mais le destin le rappelait en Allemagne. En 1922, il retourna à Munich, une ville qui bouillonnait d'agitation politique et d'extrémisme. Et c'est là, dans l'une des nombreuses brasseries où se fomentait la revanche, que sa vie changea à jamais. Il assista à un meeting d'un petit parti politique violent et écouta parler son chef, un ancien caporal autrichien nommé Adolf Hitler. Göring fut instantanément captivé. Dans la voix enragée d'Hitler, le héros de guerre entendit la mélodie qu'il désirait ardemment. La promesse de restaurer l'honneur perdu, d'écraser les criminels de novembre qui avaient signé la capitulation et de rendre à l'Allemagne sa grandeur.
Il rejoignit immédiatement le parti nazi. Hitler, à son tour, vit en Göring un atout d'une valeur inestimable. Un authentique héros de guerre décoré, un aristocrate qui lui donnait une légitimité qu'il ne possédait pas. Il lui confia une tâche cruciale, prendre le contrôle des troupes d'assaut chaotiques et désorganisées du parti, la Sturmabteilung ou SA. Göring accepta la mission avec ferveur. Il appliqua la discipline militaire aux voyous des rues, leur donna des uniformes, une structure et un but. Il transforma la SA en une force de choc paramilitaire, le point de fer du mouvement nazi. Sa nouvelle loyauté fut très bientôt mise à l'épreuve. En novembre 1923, Hitler décida que le moment était venu de prendre le pouvoir par la force lors du dénommé putsch de Munich. Göring joua un rôle central dans la tentative de coup d'État. Lorsque les nazis défilèrent dans le centre de la ville pour affronter le pouvoir de l'État, il marchait au premier rang, juste à côté d'Hitler, en tant que son garde du corps et principal lieutenant. Mais la marche se solda par un désastre. Un cordon de police ouvrit le feu sur les manifestants. Dans le chaos de la mêlée, alors qu'il tentait de protéger Hitler, une balle de la police l'atteignit, lui causant une très grave blessure à l'aine et à la cuisse. Le coup d'État échoua, et tandis qu'Hitler était arrêté, les camarades de Göring parvinrent à l'exfiltrer et à le faire passer clandestinement à l'étranger pour qu'il y soit soigné. La balle ne détruisit pas seulement son corps. Pour calmer la douleur insupportable de la blessure, les médecins lui administrèrent de la morphine. Ce fut le début d'une addiction qui allait devenir son démon personnel, une dépendance qui le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Le héros de guerre était maintenant un putschiste en fuite, un homme blessé et l'esclave d'une aiguille. Deuxième partie, la Gestapo et la nuit des longs couteaux. La balle qui faucha Hermann Göring lors du putsch de Munich ne fit pas de lui seulement un fugitif, mais aussi un esclave. Durant ses années d'exil en Autriche et en Italie, le héros de guerre se désintégra. La morphine, son unique salut face à une douleur insupportable, était devenue son geôlier. Son addiction devint si violente et son comportement si erratique qu'en 1925, sa femme Karin dut le faire interner dans un hôpital psychiatrique en Suède. L'as des cieux, le commandant du cirque volant, était maintenant enfermé, un spectre violent et pathétique, luttant contre les démons de son propre esprit et de sa dépendance. Sa carrière semblait terminée, mais en 1927, une amnistie politique pour les participants du putsch lui ouvrit la porte du retour en Allemagne. Il revint amaigri, la santé affaiblie, mais l'ambition intacte. Il réintégra un parti nazi qui, en son absence, avait changé de stratégie. La leçon du putsch avait été claire. Le pouvoir ne serait pas pris par la force, mais de l'intérieur, en corrompant le système démocratique. Et pour cette nouvelle stratégie, Göring était l'homme parfait. En 1928, il fut élu comme l'un des 12 premiers députés nazis au Reichstag. Avec ses médailles, ses manières aristocratiques et ses relations dans la haute société, il devint le visage respectable du parti à Berlin, l'homme qui pouvait apaiser les craintes des industriels et de l'élite conservatrice, tandis qu'Hitler déversait son venin dans les brasseries. Sa véritable chance se présenta en 1932. Après des élections qui firent des nazis le plus grand parti d'Allemagne, Göring fut élu président du Reichstag. Depuis cette position de pouvoir, il devint le maître saboteur de la République de Weimar. Il utilisa toutes les astuces et procédures parlementaires pour bloquer le gouvernement, créer le chaos et démontrer que la démocratie était inefficace, préparant le terrain pour que la nation réclame à corps et à cri un chef fort. Le 30 janvier 1933, son travail porta ses fruits. Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne. Dans le nouveau gouvernement, Göring s'accapara des postes clés. Il fut nommé ministre sans portefeuille du Reich et, de manière cruciale, ministre de l'Intérieur de Prusse, le plus grand État d'Allemagne, ce qui lui donnait le contrôle de sa vaste force de police. Moins d'un mois plus tard, survint l'événement qui déchaîna la terreur. Le 27 février 1933, le bâtiment du Reichstag fut consumé par les flammes. Göring, l'un des premiers à arriver sur les lieux, n'eut besoin d'aucune enquête. Il déclara immédiatement que l'incendie était l'œuvre des communistes, le début d'une révolution bolchevique. C'était le prétexte parfait qu'ils attendaient.
Utilisant l'incendie comme excuse, Göring déchaîna une vague de répression brutale. Des milliers de communistes, de socialistes, de syndicalistes et de tout opposant au régime furent arrêtés cette nuit-là. Le lendemain, ils convainquirent le vieux président Hindenburg de signer le décret de l'incendie du Reichstag, un document qui suspendait toutes les libertés civiles et donnait au gouvernement le pouvoir d'arrêter n'importe qui sans jugement. La démocratie allemande était morte. Avec le pouvoir absolu entre ses mains, Göring devint l'architecte de l'État policier. Depuis son ministère en Prusse, il fusionna la police politique et les services de renseignement pour créer une nouvelle et redoutable organisation. La Geheime Staatspolizei, la police secrète d'État, dont l'acronyme entrerait dans l'histoire comme synonyme de terreur, la Gestapo. Ce n'était pas une force de police normale, c'était une arme politique qui opérait au-dessus des lois dans le seul but d'écraser toute forme de dissidence. Pour héberger la marée de détenus, Göring établit les premiers camps de concentration sauvages. Dans des lieux comme Oranienburg, près de Berlin, des milliers de personnes furent enfermées, torturées et terrorisées, établissant ainsi le modèle du système concentrationnaire à venir. La torture et l'intimidation n'étaient pas des excès, elles étaient la politique officielle. Ayant éliminé les ennemis extérieurs du parti, Göring se concentra sur les ennemis intérieurs. Le pouvoir de la SA, ces mêmes troupes d'assaut qu'il avait commandées, était devenu une menace. Leur chef, Ernst Röhm, un vieux camarade d'Hitler, rêvait d'une seconde révolution qui balayerait les élites et transformerait ces millions de chemises brunes en noyaux de la nouvelle armée allemande. Cela terrorisait l'armée et les industriels qui soutenaient désormais Hitler. Göring, voyant en Röhm un dangereux rival pour le pouvoir, forgea une alliance létale avec les deux autres hommes dont l'ambition était aussi froide que la sienne, le chef de la SS, Heinrich Himmler, et son lieutenant, Reinhard Heydrich. Ensemble, ils convainquirent Hitler que Röhm planifiait un coup d'État. Göring ne fut pas un spectateur, il fut le maître de cérémonie de la purge qui se préparait. Il se chargea personnellement d'élaborer les listes des personnes qui devaient être éliminées. Le 30 juin 1934, l'enfer se déchaîna lors de la Nuit des longs couteaux. Pendant un week-end d'assassinats extrajudiciaires, l'état-major de la SA, y compris Röhm, fut massacré. Mais la purge alla plus loin, éliminant des centaines de vieux ennemis et de rivaux politiques. Ce fut un bain de sang qui consolida le pouvoir absolu d'Hitler et celui de ses lieutenants. Après le massacre, dans un geste de pouvoir, Göring céda le contrôle de sa création, la Gestapo, à Himmler et à la SS. Il avait utilisé son pouvoir pour créer l'arme, l'avait utilisé pour éliminer son rival, et la livrait maintenant à d'autres pour prendre ses distances avec le sang, assurant sa position de numéro 2 incontesté du Troisième Reich. L'architecte de la terreur avait achevé son œuvre. Troisième partie, le seigneur de la Luftwaffe. Ses rivaux internes éliminés, Hermann Göring se consacra à forger l'arme qui l'élèverait au sommet du pouvoir mondial. En 1935, dans un acte de défi ouvert au traité de Versailles, Hitler annonça au monde l'existence de la nouvelle force aérienne allemande, la Luftwaffe. Et à sa tête, en tant que commandant en chef, se trouvait Göring. C'était sa création, sa fierté, l'incarnation de son ancienne gloire d'as de l'aviation. En secret et à une vitesse vertigineuse, il avait supervisé la construction de la force aérienne la plus moderne et la plus redoutable de la planète. Les meilleurs ingénieurs, les conceptions les plus avancées et une nouvelle génération de pilotes fanatiques formèrent le noyau de sa puissance. Mais la théorie et les défilés n'étaient pas suffisants. La nouvelle Luftwaffe avait besoin d'un baptême du sang et du feu. L'occasion parfaite se présenta avec la guerre civile espagnole. Sous le nom de code de Légion Condor, Göring envoya ses meilleurs pilotes et avions combattre aux côtés des forces de Franco. L'Espagne devint le terrain d'essai privé de la Luftwaffe. Ils y perfectionnèrent leur tactique de bombardement en piqué et de terreur aérienne. Le 26 avril 1937, le monde entendit pour la première fois le nom d'une petite ville basque, Guernica. Le bombardement délibéré de la population civile fut une démonstration brutale de la nouvelle doctrine de guerre de Göring. C'était un message pour le monde. Tel était le pouvoir de la Luftwaffe. Une arme aussi formidable nécessitait un moteur économique à sa hauteur. En 1936,
Hitler octroya à Göring un pouvoir quasi absolu sur l'économie allemande en le nommant plénipotentiaire du plan de 4 ans. La mission était simple et monstrueuse. Préparer l'Allemagne à une guerre totale en seulement 4 ans. Il devait atteindre l'autarcie, l'autosuffisance en matières premières, pour que la nation ne puisse plus jamais être étranglée par un blocus naval, comme lors de la Première Guerre mondiale. Göring devint le dictateur économique du Reich. Une partie fondamentale de ce plan fut la politique de aryanisation. C'était un euphémisme pour le vol à l'échelle industrielle. Systématiquement, les entreprises, commerces et propriétés des citoyens juifs furent expropriés. Ils étaient contraints de vendre leurs actifs à des prix dérisoires à des acheteurs aryens ou directement à l'État. Ce processus ne purgeait pas seulement les Juifs de la vie économique, mais il remplissait les caisses de l'État nazi pour financer le réarmement. Et, bien sûr, il remplissait les poches de Göring. Sa cupidité insatiable le poussa à amasser une fortune personnelle obscène, accumulant des palais, des œuvres d'art volées et une richesse qui rivalisait avec celle des anciens Kaisers. Armé d'une économie de guerre et de la force aérienne la plus puissante d'Europe, Göring devint le visage de la diplomatie de la canonnière de Hitler. Lors de l'annexion de l'Autriche en 1938, l'Anschluss, ce fut Göring qui, par un appel téléphonique, terrorisa le chancelier autrichien en le menaçant de réduire Vienne en décombres s'il ne cédait en pas. Quelques mois plus tard, durant la crise des Sudètes, il répéta la tactique, menaçant de rayer Prague de la carte. La simple menace de la Luftwaffe était souvent suffisante pour faire plier la volonté des nations européennes. En novembre 1938, après l'assassinat d'un diplomate allemand à Paris, le régime nazi déchaîna un pogrom à l'échelle nationale contre les Juifs, la nuit de Cristal, ou Kristallnacht. Des synagogues, des magasins et des foyers furent incendiés et détruits. Après la violence, Göring convoqua une réunion. Sa principale préoccupation n'était pas les victimes, mais les coûts. Dans un acte de cynisme suprême, il imposa une amende d'1 milliard de marks à la communauté juive allemande elle-même pour payer les dégâts que les nazis avaient causés. En septembre 1939, toutes les pièces étaient en place. L'invasion de la Pologne marqua le début de la Seconde Guerre mondiale, et la Luftwaffe de Göring en fut le fer de lance. Le monde observa avec horreur l'efficacité d'une nouvelle forme de guerre. La Blitzkrieg, la guerre éclair. En Pologne, les bombardiers Stuka, avec leurs sirènes de terreur, semèrent la panique et détruisirent les défenses, ouvrant la voie aux divisions Panzer. La victoire fut écrasante et rapide. Au printemps de 1940, la Blitzkrieg se déchaîna sur l'Europe de l'Ouest. Le Danemark et la Norvège tombèrent, puis les Pays-Bas et la Belgique, et finalement la France, la grande némésis de 1918. En l'espace de quelques semaines, la Luftwaffe anéantit la force aérienne française, bombarda ses défenses et appuya l'avancée irrésistible de l'armée. La chute de la France fut le plus grand triomphe de Göring. Sa création avait été le facteur décisif, vengeant l'humiliation de Versailles. Son prestige atteignit son apogée. Un Hitler euphorique le récompensa en l'élevant au rang unique et suprême de Reichsmarschall, maréchal du Reich. Un honneur qui le plaçait au-dessus de tous les autres commandants militaires. Le décret le confirmait officiellement comme le successeur désigné de Hitler. Il était le deuxième homme du Troisième Reich, le seigneur des cieux et le maître de l'économie. À l'été de 1940, Hermann Göring était à toute fin pratique invincible. Quatrième partie, bataille d'Angleterre, art et déclin. À l'été de 1940, depuis son Olympe personnel, le Reichsmarschall Hermann Göring observait la Manche. La France vaincue, seule la Grande-Bretagne se dressait sur le chemin de la victoire totale. Avec une arrogance nourrie par un succès ininterrompu, il promit à son Führer que son invincible Luftwaffe écraserait la résistance britannique depuis les airs en l'espace de quelques semaines, laissant l'île sans défense pour l'invasion. La bataille d'Angleterre serait son couronnement final. Mais dans les cieux du sud de l'Angleterre, l'arrogance de Göring se heurta à la résistance acharnée de la Royal Air Force. Il sous-estima la détermination des pilotes britanniques, l'efficacité de leur système de radar et surtout, la résilience de son ennemi. Frustré par les pertes et le manque de résultats rapides, il commit une erreur tactique catastrophique.
Il ordonna à ses bombardiers de changer d'objectif. Au lieu de continuer à attaquer les aérodromes et les stations radars de la RAF, il devait se concentrer sur la terreur de la population civile en bombardant Londres et d'autres villes. Ce changement, connu sous le nom de Blitz, fut le répit dont la RAF avait désespérément besoin. Il leur donna le temps de réparer leurs bases, de reconstituer leurs escadrons et finalement de remporter la bataille. Ce fut la première grande défaite de la machine de guerre nazie, et la faute en retomba directement sur Göring. Aux yeux de Hitler, la réputation de son paladin fut endommagée à jamais. La blessure portée à son prestige allait devenir mortelle dans les plaines gelées de Russie. Après l'invasion de l'Union soviétique en 1941, l'avancée allemande s'arrêta aux portes de Stalingrad. Durant l'hiver de 1942, la 6e armée allemande, commandée par le général von Paulus, fut encerclée par l'armée rouge. C'était un désastre stratégique. Hitler refusait d'autoriser une retraite. C'est alors que Göring, désespéré de regagner la faveur perdue, fit un pas en avant. Il fit une promesse grandiloquente et fatale. « Mon Führer », assura-t-il, « ma Luftwaffe peut ravitailler la 6e armée par les airs. » Ce fut un mensonge né de la vanité et du désespoir. Un pont aérien en plein hiver russe, sous l'attaque constante de l'ennemi, était une fantaisie. Ses pilotes, volant dans des conditions impossibles, furent abattus par centaines. Les quelques avions qui parvenaient à destination pouvaient à peine livrer une fraction des tonnes de ravitaillement nécessaires. Tandis que les troupes de von Paulus mouraient de faim et de froid, la promesse de Göring s'évaporait dans le ciel gelé. L'échec désastreux du pont aérien scella le destin de toute une armée et marqua un tournant irréversible dans la guerre. Après Stalingrad, Göring perdit définitivement le peu de confiance que Hitler avait encore en lui. Le Reichsmarschall fut publiquement humilié et écarté de toutes les décisions stratégiques importantes. À mesure que son influence militaire et politique s'évanouissait, Göring se réfugia dans son autre grande passion, le pillage. Avec la même énergie qu'il avait autrefois consacrée à la construction de la Luftwaffe, il se consacra désormais à orchestrer le plus grand vol d'art de l'histoire. Par l'intermédiaire d'une organisation créée à cet effet, l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, et en usant de son propre pouvoir, il pilla systématiquement les musées et les collections privées des pays occupés. Sa cible principale était les collections inestimables des familles juives, dont les membres étaient déportés et assassinés pendant que leurs trésors étaient envoyés par train en Allemagne. Dans sa somptueuse résidence de Carinal, un palais d'excès construit en son honneur, Göring accumula une collection personnelle de milliers de chefs-d'œuvre. Rembrandt, Vermeer, Van Gogh et Renoir ornaient les murs de sa tanière, un monument à sa cupidité insatiable, décoré avec le patrimoine culturel d'un continent qu'il contribuait à détruire. Dans le cercle intime du pouvoir nazi, Göring devint une figure de plus en plus marginale. Il fut éclipsé par des hommes plus rusés, plus travailleurs et plus fanatiques comme Martin Bormann, le secrétaire personnel de Hitler qui contrôlait tout accès au Führer, Joseph Goebbels, le maître de la propagande, et Heinrich Himmler, le maître de la terreur de la SS. Tandis qu'ils gérèrent l'agonie du Reich, Göring se retira dans un monde fantasmé. Sa vie devint une parodie d'elle-même. Il se dessinait des uniformes de plus en plus excentriques et ridicules, organisait des fêtes opulentes et s'immergeait de plus en plus dans l'abus de la morphine pour échapper à une réalité dont il n'était plus le protagoniste. C'était un personnage bouffi, couvert de bijoux et de plus en plus insignifiant. La preuve finale de son insignifiance survint le 20 juillet 1944. Lorsque la bombe du colonel von Stauffenberg explosa au quartier général de Hitler, la plupart des hauts dignitaires nazis réagirent avec rapidité pour écraser le coup d'État. Göring, cependant, fut remarquablement absent, lent à réagir, un spectateur dans le drame final du Reich. Il n'était plus ni une menace, ni un allié clé. L'as des cieux avait été abattu, non par une balle ennemie, mais par le poids de sa propre incompétence et de sa propre corruption. Le deuxième homme du Reich n'était plus guère qu'un fantôme obèse, attendant la fin inéluctable. 5e partie. Le procès de Nuremberg, avril 1945. Le Troisième Reich s'effondrait dans un enfer de feu et d'acier.
Tandis qu'Adolf Hitler était piégé dans son bunker sous les ruines de Berlin, président à la fin du monde qu'il avait lui-même créé, son successeur désigné, Hermann Göring, se trouvait à des centaines de kilomètres au sud, dans son refuge alpin de Berchtesgaden. Observant l'effondrement total, le Reichsmarschall commit sa dernière et fatale erreur de calcul. Le 23 avril, il envoya un télégramme à Hitler, invoquant un décret de 1940 et un qui le nommait successeur. Il lui demandait la permission de prendre le pouvoir, arguant que Hitler était dans l'incapacité d'agir dans Berlin assiégé. Ce n'était pas une requête, c'était une tentative de prendre les rênes du Reich moribond. Dans le bunker, le télégramme fut reçu par l'archirival de Göring, Martin Bormann, qui le présenta à Hitler non pas comme une offre d'aide, mais comme un ultimatum, comme un acte de haute trahison. Hitler, paranoïaque et au bord de l'effondrement, explosa dans une ultime fureur. L'homme qui avait été son plus loyal paladin depuis les débuts du mouvement était maintenant un traître. Par radio, il ordonna l'arrestation immédiate de Göring. Dans son testament final, rédigé quelques instants avant son suicide, Hitler le dépouilla formellement de tous ses titres et l'expulsa du parti nazi. La chute de l'Olympe était désormais totale et absolue. D'abord arrêté par les SS loyaux, Göring fut libéré peu après, et quelques jours plus tard, il se rendit aux forces américaines qui avançaient. Sa capture fut un spectacle d'aveuglement. Il s'attendait à une reddition entre gentilshommes, une rencontre entre chefs militaires, où il pourrait négocier les termes de la paix. À la place, il trouva le mépris réservé à un criminel de guerre. Il fut dépouillé de son bâton de maréchal du Reich et traité comme un prisonnier ordinaire. Sa surprise fut sincère. Jusqu'à la fin, il fut incapable de comprendre l'ampleur de ses crimes. Il fut interné au camp Ashcan, au Luxembourg, avec les autres hauts dignitaires nazis capturés. C'est là que commença la transformation finale de Hermann Göring. On lui confisqua ses valises remplies de paracodéine, un dérivé de la morphine, et il fut soumis à une désintoxication forcée. Le processus fut brutal, mais à mesure que les effets de 2 décennies d'addiction se dissipaient, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il perdit une énorme quantité de poids, et avec la graisse et les drogues, les couches de stupeur et d'aveuglement s'évanouirent également. L'esprit vif, l'intelligence et l'arrogance du jeune pilote de chasse ressurgirent des ruines de l'homme bouffi et décadent. Il se préparait pour sa dernière bataille. Cette bataille aurait lieu dans un tribunal à Nuremberg. En tant que nazi du plus haut rang encore en vie, il devint la figure centrale des procès pour crimes de guerre. Sur le banc des accusés, il ne montra pas la moindre trace de remords. Au contraire, il se comporta avec une intelligence pleine de défis. Il tenta de dominer les autres accusés, imposant sa volonté comme s'il était encore le Reichsmarschall. Il contesta la légitimité du tribunal, arguant que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Pendant des mois, il se livra à des duels verbaux avec le procureur général américain, Robert H. Jackson. Mais les preuves étaient accablantes et une grande partie portait sa propre signature. Les procureurs présentèrent des documents prouvant son rôle central dans la création de la Gestapo et des camps de concentration, des ordres pour l'aryanisation de l'économie, des transcriptions où il parlait d'exploiter économiquement les territoires occupés et sa pleine connaissance de la planification d'une guerre d'agression. L'homme qui se croyait au-dessus des lois se retrouva pris dans le filet inéluctable de ses propres paroles et actions. Le 1er octobre 1946, le verdict tomba. Hermann Göring fut reconnu coupable des principaux chefs d'accusation, complot de guerre, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il fut condamné à mort. La sentence précisait la méthode, la pendaison. Pour un homme qui se voyait comme un soldat et un maréchal du Reich, mourir pendu comme un criminel ordinaire était l'humiliation suprême. Sa demande d'être exécuté par un peloton d'exécution fut rejetée. Mais Göring avait planifié un ultime acte de défi. La nuit du 15 octobre 1946, à peine 2 heures avant d'être conduit à l'échafaud, un garde le trouva se tordant sur le sol de sa cellule. Il avait réussi à mordre une petite capsule de verre contenant du cyanure de potassium qu'il avait gardé caché durant toute sa captivité. Il mourut en quelques minutes. Le Reichsmarschall Hermann Göring, l'as des cieux, l'architecte de la terreur et le 2e homme du 3e Reich, avait écrit le dernier chapitre de sa propre histoire. À la fin,
Par un acte d'égo suprême et nihiliste, il refusa à ses ennemis la satisfaction de son exécution et déroba au gibet son plus célèbre prisonnier. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon j'aime, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et partager la vidéo pour toucher plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. On se retrouve pour la prochaine, frères d'armes.